Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre chaîne Sahel TV pour ce nouveau numéro de votre émission Point de mire, où on va traiter un sujet d'actualité, et bien les tensions à la frontière de Guerguerat. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau El Bukhari Mohamed Mouammal, chercheur sur les questions sécuritaires et stratégiques et ancien colonel. Monsieur le colonel, bonsoir. Bonsoir. Si je vous posais la question, Guerguerat est considérée actuellement comme une zone de tampon, une zone démilitarisée. Quand on parle de démilitarisée, ça veut dire une zone neutre. Donc le Sahara ou bien le Polisario avait-il le droit de bloquer ce passage? Et le Maroc aussi, de l'autre côté, avait-il aussi le droit d'intervenir dans cette zone-là? C'est difficile de répondre sans parti pris, parce que les deux se disent dans leurs droits. Le Polisario, il se dit dans son droit, surtout qu'il réclame haut et fort que ceux qui ont investi le Guerguerat et empêché la libre circulation des biens et des personnes, ce n'est pas les forces du Polisario, mais ce sont plutôt des civils sahraouis. Seulement, le problème, c'est que la direction du Sahara, la direction du Polisario, ses autorités, tant civiles que militaires, ont épousé cette thèse et l'ont soutenue. De ce fait, la question est posée. Ont-ils violé le fait que ça soit démilitarisé ou pas? Autre chose, il y a une tradition qui est établie, qui devient en quelque sorte, par la force des choses, un état de fait, un état de droit. La circulation des biens et des personnes se passait normalement. Sauf que depuis quelques années, pratiquement depuis 2017, chaque année, le Polisario empêche momentanément cette libre circulation des biens et des personnes entre la Mauritanie et le Maroc. Et ça pose problème pour le Maroc, qu'on empêche d'écouler ces produits, comme pour la Mauritanie. Et ces produits... Ce blocage qui est considéré par les autorités marocaines comme une provocation. Oui, absolument. Ils ont considéré ça comme une provocation. L'ONU a appelé au rétablissement de la libre circulation des biens et des personnes, le secrétaire général de l'ONU, ce que les Marocains ont considéré comme un avis favorable qui légitime leur action. En aucun cas, il n'était possible de bloquer définitivement le passage de Guerguerat, parce que ça porte préjudice à trop de monde. Non seulement au Maroc, mais aussi en Mauritanie et dans l'Afrique occidentale, parce que les produits marocains... Il a porté préjudice à la Mauritanie, où il y a plus de quelques semaines aussi, on n'est plus approvisionné en... Pas seulement la Mauritanie, ça porte préjudice à la Mauritanie, ça porte préjudice au Sénégal, puisqu'ils reçoivent aussi les produits marocains, ça porte préjudice jusqu'en Haute-Volta. Tous ces pays reçoivent les produits agricoles marocains. Et au retour, ils envoient aussi, eux aussi, des produits au Maroc. Ça porte préjudice réellement à tout le monde. Mais le préjudice le plus grave, c'est que aussi, ça porte une certaine menace au statu quo qui existe actuellement, de soi-disant paix, même si c'est une paix quand même qui cache mal une crise qui peut déborder à tout moment. Alors, ici, est-ce qu'on peut dire que les cessez-le-feu en vigueur depuis plusieurs dizaines d'années risquent-ils d'être rompus avec ces tensions-là à la frontière? À écouter le Polisario, il est déjà rompu. Parce qu'ils disent que ça y est, ils ne les engagent plus. Qu'ils ne considèrent plus ce cessez-le-feu qui existe depuis 1991. Le Polisario a officiellement, son ministre des Affaires étrangères, dit qu'elle n'engage plus le Polisario. Donc, sur ce plan, le plan politique ou diplomatique, en tout cas médiatique, il est rompu à entendre et à croire le Polisario. Sur le terrain, l'est-il vraiment, jusqu'à présent, ce n'est pas encore la guerre, bien que le Polisario a déclaré que la guerre a commencé et qu'il a attaqué le Maroc sur plusieurs points de frontières. Seulement, ces attaques n'ont pas été confirmées par d'autres voies autonomes et indépendantes. Ce qui me laisse personnellement espérer qu'il y ait toujours un cessez-le-feu fragile, mais qu'il durera malgré la crise actuelle. Actuellement, on a vu que
les forces armées royales du Maroc ont procédé à la mise en place d'un cordon de sécurité afin de sécuriser le flux des biens et des personnes dans cette zone-là. Est-ce que cela est une bonne chose pour la durabilité des cessez-le-feu? Le Maroc qui contrôle actuellement la frontière. Moi, je pense que la durabilité réelle, efficace et garantie, c'est le règlement définitif de la question du Sahara. Seulement, il y a le rêve et il y a la réalité. Ça, c'est mon rêve. Et c'est le rêve aussi de beaucoup de gens, je pense la majorité des populations. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc occupe 80% du territoire sahraoui. Qu'il considère faire partie du Maroc. Non, il ne considère pas 80% du patrimoine. Il considère tout le Sahara une partie intégrante du Maroc, y compris les 20% restants. Y compris les 20% restants. C'est bon pour préciser. Voilà, oui, il y a lieu de le préciser. Maintenant, va-t-il se contenter d'occuper les 80% ou aura-t-il l'ambition également d'aller au-delà et d'occuper les 20% restants? C'est cette question qui est posée. Est-ce que le Polisario a-t-il des moyens militaires suffisants pour s'y opposer, pour l'en empêcher? Le doute est permis. Encore que le Maroc aussi a-t-il les ressources financières, et humaines et politiques d'engager une guerre globale dans la région? La question est posée. Seulement, c'est vrai, le Maroc a des atouts. Maintenant, il a plus d'atouts, je pense, que le Polisario. Sur le plan territorial, comme j'ai dit, il occupe 80%, plus maintenant le tronçon de Gargarat. Oui. Sur le plan diplomatique, sa reconnaissance par les pays étrangers est de plus en plus grande, alors que celle du Polisario se réduit. Même, il y a 16 pays qui ont des consulats à l'intérieur du Sahara, dans les villes du Sahara, notamment à Dakhla et à Ayoun. Ce qui constitue de fait une marocanisation aux yeux de ces pays, de ces territoires. On va revenir sur ça parce que la majorité, ici, la majorité des pays arabes, je ne dis pas tous, mais la majorité des pays arabes comme les Émirats arabes unis ou bien l'Arabie saoudite ont soutenu la démarche marocaine. Comment vous pouvez expliquer cette position-là de ces pays? Les pays arabes qui ont des consulats jusqu'à présent dans le Sahara, c'est un seul pays, les Émirats arabes. Par contre, ceux qui ont approuvé la démarche de Gargarat, l'ouverture du passage de Gargarat par les forces royales, il y a 8 pays. Il y a l'Arabie saoudite, il y a les Émirats, il y a le Qatar, le Yémen, le Bahreïn, Oman, la Jordanie et le Koweït. Ça, c'est un poids diplomatique pour le Maroc. Absolument, absolument. Non seulement pour la question du Sahara, et même pour cette action ponctuelle qui est l'occupation de Gargarat et sa sécurisation. C'est déjà un point fort pour le Maroc. Est-ce que ça va l'encourager justement à annexer les restes des 20% restants, ou bien va-t-il se contenter? Moi, je crois que ça dépendra de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord de la force du Polisario, qui repose en grande partie sur celle de l'Algérie. Et Dieu sait que l'Algérie aujourd'hui passe par une période de transitoire assez difficile. Elle a connu une transition politique très mouvementée, pour ne pas dire trop. Tout le monde sait que l'Algérie est toujours à côté des voilà, le cours du pétrole ont beaucoup chuté. Dans ces conditions, quel va être le potentiel des uns et des autres? Je pense que la balance est plutôt en faveur du Maroc. L'aura-t-il utilisé pour engager une guerre? Je ne le souhaite pas. Et pour moi, ce n'est pas la première option marocaine à entendre le communiqué, la déclaration qu'a sorti le ministère des Affaires étrangères ainsi que celui des forces armées royales. Ils ne mettent pas le poids sur l'option militaire. D'ailleurs, pour revenir sur ce que vous êtes en train de dire, le ministre des Affaires étrangères marocain parle ici ne parle pas d'une force armée, mais plutôt de rétablir l'ordre. C'est ce qu'il parle, les termes qu'il utilise. Alors ici, bien sûr, il y a l'ONU. Il y a l'ONU, il y a le MINURSO. Quel est exactement le rôle que doit être le rôle de l'ONU dans ce conflit-là? Le rôle de l'ONU, c'est un peu son rôle un peu partout quand il s'agit d'observateurs. Ce sont il y a les forces de maintien de l'ONU qui se trouvent dans les zones ou bien Non. Il y a la MINURSO. La MINURSO, ce sont des observateurs. Ce n'est pas une force d'intervention ou de maintien de la paix. Ce sont des observateurs. Seulement des observateurs. Exactement, ce sont seulement des observateurs. Et ils continuent d'observer. Il était à craindre qu'il quitte la zone après l'intervention marocaine et qu'il se retire vers les îles Canaries.
C'était prévisible. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il paraît qu'ils sont toujours dans la zone et qu'elles-mêmes observent le passage de Gargarat. Seulement, l'ONU est handicapée. Son mandat s'arrête jusqu'à présent à observer. Elle n'a pas un mandat d'intervention de force qui impose la paix ou qui impose le maintien d'ordre. Parce que tout simplement, il n'y a pas de décision onusienne concernant le Sahara. À qui appartient le Sahara? Le Conseil de sécurité, et c'est le seul dont les décisions engagent l'ONU, n'a pas pris de décision dans ce sens. Il est déchiré entre, d'une part, ceux qui soutiennent le Maroc, ils sont apparemment majoritaires, et d'autre part, ceux qui sont plus réservés ont tendance à soutenir le Polisario et son allié, l'Algérie. C'est surtout la Russie. On revient, c'est l'héritage de la bipolarisation du monde entre le bloc Est et le bloc Ouest. Seulement, cet héritage est en train, depuis quelques décennies, de disparaître. Effectivement. Et les négociations menées par l'ONU en impliquant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis plusieurs mois. Est-ce que ce n'est pas à cause de la suspension de ces négociations qu'on est actuellement dans cette... Justement, c'est en réponse en partie à cette suspension et au fait qu'on n'a pas encore désigné un représentant des Nations Unies chargé de la question du Sahara, depuis la démission du dernier, que le Polisario a voulu mettre un peu la pression sur les instances onusiennes et sur les pays de la région. Ils l'ont dit clairement. C'est dans ce cadre que c'est inscrit. Le blocage de Guerguerat, c'était pour interpeller l'opinion internationale. Exactement. Et ce n'est pas la première fois, ça s'est fait depuis 2017. À chaque fois, la veille d'une réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara, le Polisario mène une opération dans ce genre pour faire pression et pour faire entendre sa voix. Et il a besoin effectivement actuellement, dans les conditions actuelles, de moyens, de voix pour se faire entendre. Beaucoup plus que le Maroc. Doyen, en parlant des tensions à la frontière mauritanienne, on ne peut pas parler de ces tensions sans parler de la Mauritanie. L'armée mauritanienne a renforcé sa présence actuellement dans la zone. Et à quoi consiste ce déploiement de notre arsenal militaire? Ben, oui, là, d'après les informations que nous avons, il y a un redéploiement et une remise à jour de l'opérationnalité des unités déployées sur le champ. Quoi en détail, on ne le saura pas parce que j'estime que c'est des secrets de défense. L'état-major n'a pas trop communiqué sur le sujet. Néanmoins, on imagine que les points sensibles, notamment le Gargarat et aux entours de Nouadhibou, les autres points vont connaître un renforcement des effectifs mauritaniens. De crainte que l'une des parties, et surtout côté Polisario, fasse des intrusions dans le territoire mauritanien. Parce que le mur aidant, les forces marocaines sont plutôt un peu loin de la frontière du territoire mauritanien. Par contre, ces 20% restants qui ne sont pas occupés par le Maroc, du territoire sahraoui, les forces sahraouies s'y déploient. Et comme il n'y a pas d'obstacle naturel qui les empêche, qui les sépare de la Mauritanie, les intrusions sont toujours possibles. La Mauritanie, jusqu'à présent, depuis quelques années, a opté pour le dialogue et pour l'entente entre les différentes parties, et notamment avec la partie sahraoui. J'espère que ça va continuer, mais néanmoins, pour que sa voix soit audible, bien sûr, il faut un mot, pour qu'elle soit audible, sa voix est crédible, il faut qu'elle ait aussi le potentiel militaire qui fasse entendre la vérité à l'interlocuteur. D'où l'intérêt de ce déploiement et renforcement militaire sur la ligne de frontière. Effectivement, dans un entretien avec le ministère des Affaires étrangères, Ismaël Cheikh Ahmed, le secrétaire général des Nations Unies a appelé la Mauritanie à jouer son rôle positif pour décrypter la situation. Selon vous, quel est le rôle exactement de la Mauritanie par rapport à ces tensions-là, par rapport à cette question du Sahara? Oui, ça j'ai vu cette déclaration, ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères mauritanien. Et il y a lieu pour les Mauritaniens d'en être fiers parce que c'est reconnaissance de facto, non pas seulement du poids de la Mauritanie dans la région et éventuellement dans la solution de la crise, mais aussi des espoirs que met en elle
l'ONU. Effectivement, elle lui a demandé d'intervenir, d'aider à la solution de la crise del Karkarat. La Mauritanie a pris l'engagement de le faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire, je crois, ce qu'elle est en train de faire, mener des contacts entre les différentes parties, avec le Maroc, avec le Polisario, avec l'Algérie, avec la MINURSO, essayer de réduire les angles, essayer de trouver une entente entre les différentes parties. Je crois qu'elle passera par certains impératifs. Un, il faut absolument que le Karkarat soit ouvert et en permanence, qu'il ne faut plus. Et qu'on le considère vraiment une zone démilitarisée. Une zone démilitarisée et une zone ouverte surtout, ouverte au trafic, au mouvement des personnes et des biens. Ça, c'est un. Deux, il faut qu'on respecte les frontières et la ligne du cessez-le-feu, la ligne établie depuis 1991. Est-ce que les Marocains vont accepter de se retirer de l'Karkarat après tout l'effort qu'ils ont fait, après l'effort militaire bien entendu, mais aussi l'effort diplomatique, on rappelle tout de suite qu'il a eu le soutien de 8 pays arabes, mais aussi l'effort médiatique. J'ai essayé de faire un peu de tour. Parlant surtout de la guerre médiatique, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici que les médias marocains sont plus actifs par rapport à cette question-là. Oui, c'est l'impression que j'ai, effectivement, que les médias, que le message marocain passe beaucoup mieux que les messages du Polisario. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, la première, je crois, que réside dans le fait que ça fait un consensus national, la question du Sahara, l'appartenance de la question du Sahara au Maroc, ça fait un consensus national et ça mobilise les citoyens moyens et les marocains. Qu'ils soient d'opposition, qu'ils soient dans le gouvernement, l'ensemble est généralement pro et trop engagé pour la marocanité du Sahara. Ça, c'est un élément. Et bien sûr, cette popularité, entre guillemets, de la marocanité du Sahara trouve ses échos et son reflet dans le paysage médiatique. Ça c'est un facteur. Le deuxième facteur, la force sur le terrain. Ce sont eux les maîtres sur le terrain. Ils occupent plus de 80%. Ils ont fait énormément d'investissements dans la partie qu'ils occupent. Et sur le plan diplomatique, ils ont de plus en plus d'échos, alors que le Polisario, sa force à l'extérieur, se rétrécit. Mais de quoi attend-on actuellement des Nations Unies, de l'opinion internationale par rapport à cette question du Sahara, qui est une question très complexe actuellement? Personnellement, pour être franc, je vous dis... Qui porte préjudice non seulement au Maroc et même au Sahara, mais aux pays subsahariens comme la Mauritanie, le Sénégal et d'autres, où Guerguerat est un point de transit pour les échanges interéconomiques entre le Maroc et les pays subsahariens. Pour être franc, je vous dis que ce que l'on doit attendre des Nations Unies dans ce genre de conflit, c'est à peu près rien. C'est comme d'habitude. Ils essayent de maintenir le statu quo. Ils essayent de réduire autant que possible le bruit des armes. Seulement, ils n'ont pas les moyens. Moi, je pense que maintenant, il faut s'attendre à que le secrétaire général des Nations Unies désigne un représentant qui puisse engager les négociations avec le Maroc et le Polisario. Ça, c'est d'un côté. De deux, ils étaient très handicapés, les Nations Unies. Pourquoi? Par l'attitude de l'administration actuelle américaine, et qui est à l'opposé de tout ce qui est multilatéral et qui tend à réduire l'efficacité des Nations Unies, et notamment dans les conflits qui durent un peu trop longtemps, comme celui du Sahara. Est-ce qu'avec le nouveau président Biden et son équipe, ça va réintroduire de nouveau une dimension multilatérale qui puisse aider les Nations Unies à intervenir avec plus d'efficacité, et notamment au Sahara occidental? Puisque son budget pour le maintien de la paix a été énormément diminué par l'administration Trump. Et le problème de la guerre, comme celui d'éviter de la guerre, c'est d'abord l'argent. Oui, pour mener la guerre, il faut l'argent, mais aussi pour l'arrêter et pour l'empêcher, il faut encore plus d'argent. Doyen, la question est d'abord africaine et arabe. Quelle doit être aussi la position de l'Union africaine et comment on appelle de l'organisation de l'Union arabe? Malheureusement, c'est la question du Sahara, c'est encore rien. Il doit y avoir des positions. Ah oui, puisque l'Afrique s'était divisée en deux camps pendant la guerre froide.
le camp qui soutient le Polisario, à un certain moment que le Polisario a obtenu la reconnaissance de la majorité des pays africains, au tel point qu'ils l'ont admis comme État indépendant et souverain membre de l'organisation de l'État africaine, ce qui a amené le Maroc à la quitter, et puis le Maroc a revu sa position, mais plusieurs de ces pays qui avaient reconnu la race, République arabe sahraoui démocratique, ont renoncé à la reconnaissance. Oui. Le monde arabe, il n'a jamais eu une position. Il n'a jamais eu de position, en tout cas claire, affichée par la Ligue arabe. Les pays individuellement expriment plus ou moins fortement leur attitude, et depuis ces derniers temps, c'est plutôt en faveur du Maroc que la balance planche. Donc on peut dire que la quasi-totalité des pays arabes soutiennent la position marocaine par rapport à cette occupation du Sahara occidental. Je ne dirais pas la quasi-totalité, mais de façon générale, ceux qui se prononcent, ils soutiennent. Avant, la Libye et l'Algérie soutenaient le Polisario. L'Algérie continue de soutenir le Polisario. Mais pour le moment, ce qui est clair, c'est qu'il y a 8 pays, dont j'ai cité le nom, qui ont soutenu carrément et ouvertement la décision marocaine d'occuper le passage d'El-Gargat, la dernière opération militaire. Si je vous posais la question, quelle solution pour le Sahara occidental d'ailleurs? Alors, pour quelle solution? Si on voit que l'Organisation des Nations Unies presque n'a même pas de rôle, n'a pas d'emprise sur la question, l'Union africaine, la même chose, l'UA, l'Union de, comment on appelle, le Maghreb arabe, la même chose. D'où doit venir la solution? Moi, je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Il y a quelques approches qui sont dégagées. Il y a l'approche du Polisario, la solution, l'indépendance. L'indépendance. Claire et nette. Qui réclame depuis 1981. Et la création, ou plutôt l'officialisation et la reconnaissance de leur État qu'ils appellent la République arabe sahraoui démocratique, qu'ils réclament depuis longtemps. Pour les Marocains, non. La marocanité du Sahara est acquise. Seulement, ils peuvent autoriser une autonomie interne. Et c'est la dernière solution qu'ils ont proposée aux Nations Unies et qui a des échos dans certains pays du monde. Entre les deux, je crois qu'il y a mille et une manières de traiter la question, mais ça dépend d'un autre élément, c'est le rapport de force. Acquittant le rapport de force. Pour le moment, c'est le Maroc, je pense, qui a le plus de rapports de force, mais un rapport de force qui n'est pas à même de trancher. Je pense qu'il y aura entre cette autonomie interne et cette indépendance totale du Sahara, il faut trouver un chemin, un consensus. Il faut trouver une passerelle, que vous voyez, qui permette aux uns et aux autres de se réunir sur une même table et de dégager une troisième voie. Peut-on attendre de la Mauritanie d'organiser ou bien d'acter une sorte de négociation entre le Polisario et le Maroc, vu que notre pays est neutre par rapport à cette question-là? Oui, je m'attendais à une question de votre part, c'est les aspects économiques de la crise de Gargarat. Peut-être on y reviendra. Vous répondez à la question après. D'accord, ok. Moi, je pense que la Mauritanie, ce qu'elle attend, ce qu'elle a toujours attendu, ce que tout le monde attend, c'est qu'il y ait une solution de paix sur cette question. En quoi consistera cette... Des négociations sous l'égide de la Mauritanie. Est-ce qu'on peut s'attendre? Non, je ne pense pas. Des négociations sera sous l'égide d'une organisation multilatérale et notamment des Nations Unies. La Mauritanie sera comme intervenant dans ces négociations et surtout, elle pourra jouer un rôle de facilitateur. Et il y a des expériences dans ce domaine. Notamment, nous avons vu comment les Mauritaniens ont joué le rôle de facilitateur. Un diplomate mauritanien, Hassan, au Soudan. Comment il a joué une décennie ou même un peu plus au Congo. Oui, la Mauritanie a un potentiel de négociation qu'elle peut mettre en œuvre. Tant l'État que ces hommes, tout simplement. Oui, elle peut jouer ce rôle de facilitateur. Comment et quand? Eh bien, je dis qu'on revient malheureusement à cette fameuse loi qui définit les rapports entre États et qu'on appelle des rapports de force. Donc, ici,
on l'a dit, vous l'avez dit, les indépendants sahraouis dénoncent l'existence de cette route de Guerguerat que Rabat considère comme essentielle pour ses échanges avec l'Afrique subsaharienne. Parlons de cela. Venons sur l'aspect économique de la crise. Oui, moi je pense que l'aspect économique, je le vois surtout comme observateur qui regarde les choses à partir de la Mauritanie. À partir de la Mauritanie. Je note deux choses. Un, les intervenants directs des partis pris dans le conflit considèrent, notamment le président du Polisario, considère que la fermeture de Guerguerat porte préjudice essentiellement à la Mauritanie. Ce qui a suscité des réactions très vives chez des Mauritaniens, chez les blogueurs notamment, qui ont très mal vu cette déclaration de la part des responsables sahraouis. Surtout qu'ils l'épousent et la soutiennent. Ils l'ont qualifié, le moins méchant, l'ont qualifié d'inamical. Du côté du Maroc, j'ai vu également des blogueurs qui taxent l'attitude de la Mauritanie de négative, qu'elle n'a pas pris une position constructive dans le conflit. Moi, je pense que du moment que vous êtes critiqué par les deux parties, ça donne deux choses. Un, vous êtes neutre. Deux, il faut trouver des moyens que cette neutralité soit fructueuse, parce qu'elle est un effet qui aide à régler le problème. Cette neutralité ne doit pas se limiter seulement à croiser les bras. Exactement, mais la Mauritanie, je ne pense pas qu'elle croise les bras. Le deuxième aspect que je vais voir toujours du côté mauritanien, le préjudice est porté à la Mauritanie. Ouais. Effectivement, le ravitaillement en produits agricoles, notamment légumes et fruits, est approuvé essentiellement du Maroc. Il faut maintenant varier les voies de ravitaillement. Il faut ravitailler ces voies. Il ne faut pas que seulement ça passe uniquement par Guerguerat. Il faut trouver d'autres solutions, notamment une solution maritime. Pourquoi pas à travers le port. Ouais. Deuxième chose, il faut également trouver d'autres pays qui ont ravitaillé, pas seulement le Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, et voir d'autres pays. Et troisièmement, et c'est le plus important, et pourquoi pas chercher un ravitaillement à partir de l'intérieur du pays. Il faut mettre en valeur plus d'avantages, et dans ces domaines où les déficits alimentaires sont énormes, il faut mettre en valeur la bande du fleuve, qui est très fertile et qui a suffisamment... Qui a des terres arables pour la culture. Pour cela. Je me résume. Oui, la Mauritanie a une neutralité, elle est prouvée par l'attitude des belligérants, mais il faut que cette neutralité ait de l'efficacité pour faire avancer le dossier. Deuxième chose, il faut qu'elle ait une vision économique qui puisse réduire son indépendance vis-à-vis du passage de Guerguerat, notamment en matière de produits agricoles et en matière aussi d'exportation de ses propres produits, notamment halieutiques. Merci beaucoup. Merci, doyen El-Boukhari Mohamed El-Amal, chercheur sur les questions sécuritaires et stratégiques et ancien colonel. Merci pour ces éclaircissements par rapport à cette question très délicate, bien sûr, et espérons que ça sera réglé bientôt et que la Mauritanie sera gagnante sur la question. Et c'était votre émission Point de mire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.